Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. Je suis goutte-à-bouteuse, hacheuse, ciseleuse, accoucheuse, dentelière. C'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. T'as un peu une mémoire ambulante, t'as rangé toutes tes images dans des petits tiroirs et après tu fais des connexions. Tu es obligé de trouver des astuces et moi j'adore ça. C'est mettre nos compétences et notre technique au service de quelqu'un qui a une vision. Un film, c'est plus forcément des raccords, mais c'est aussi un sentiment. C'est un curieux mélange de se mettre en danger tout en gardant une place pour s'émerveiller. C'est vraiment de l'ordre du ressenti et de l'émotion. On marche forcément à l'intuition, parce qu'on marche à la sensibilité. C'est ce qui rend notre métier excitant, c'est que du coup c'est jamais la même chose, jamais les mêmes sujets, et on s'enrichit tous les jours. Play, pause, cut. Dans cet épisode, direction le 11e arrondissement parisien. On part à la découverte d'un monteur multifonction, si on peut dire. Il a travaillé aussi bien sur des programmes de télé-réalité que sur des documentaires ou de la fiction. Mais il est aussi formateur, président de l'association Undia et même chargé de post-production à l'occasion. On a parlé des particularités du statut d'intermittent, de la Cité des Sciences qui crée des vocations, de Mélange des genres, mais aussi de la Star Academy comme école de la narration. Bienvenue dans la salle de Damien Labbé. Bon, ça va. Ça va. Bah, bienvenue. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Ma salle. Grande salle. Ah, on est bien installé. Vue sur rue, de la lumière. Alors, on me l'a retiré, mais normalement, il y a une grande télé, là. Ah oui. Alors ici, on est très très bien installé, on a cette chance. On est donc à l'Atelier Plany, dans le 11e. Un petit immeuble haussmannien. On a l'impression d'être dans un petit appartement. Je dois avouer que ma chambre d'étudiant n'était pas aussi grande que cette salle de montage. Donc une belle salle, avec une grande fenêtre, lumineuse, canapé. Bon, après, les installations standards qu'on a un petit peu partout. Le téléphone fixe qui disparaît des salles de montage, mais qui peut être très pratique quand même souvent pour appeler la technique, la post-prod, etc. Donc c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir ça encore. Voilà, un endroit où on est vraiment bien. Plutôt pour le coup. bien, ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors moi j'ai un parcours qui est un peu atypique parce que si j'ai découvert très tôt que je voulais absolument faire de l'audiovisuel, j'ai su finalement un peu tard ce que je voulais vraiment y faire. Quand je dis un peu tôt, je pense que vers 6-7 ans, en fait, j'ai visité une petite régie reconstituée, une régie de journal télévisé à la Villette, avec à la un Cité fond des vert, Enfants. Voilà, avec le fond vert pour la météo, peut-être que tu l'as connu. Ça existe toujours, j'ai emmené ma fille. Oui, alors c'est beaucoup plus moderne, c'était beaucoup plus rudimentaire à l'époque. Mais et en fait, j'ai vu ce truc-là et je sais pas comment dire, c'était un peu comme un coup de foudre. J'ai dit, mais je veux faire ça, j'adore les images, les caméras, la régie, c'est génial. Et donc ça a été vraiment mon truc où quand j'étais gamin, je voulais pas être pompier ou policier ou voilà, je disais non mais moi je veux être réalisateur de télé. Bon. Trop bien. En tout cas je voulais après réalisateur de télé ou en tout cas travailler dans l'audiovisuel, donc j'ai fait un bac cinéma. Donc dès la seconde j'étais en cinéma, j'étais évidemment au club vidéo de mon collège, etc. Et après j'ai fait l'ESRA mais sans savoir exactement quel métier je voulais faire dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que je savais ce que je voulais faire mais chef-op ça me paraissait beaucoup trop scientifique pour moi, surtout qu'à l'époque on était encore en argentique donc c'était... Il y avait vraiment des notions de chimie à avoir, et moi qui ne suis pas spécialement un scientifique, ça collait pas trop. Le montage à l'époque m'avait pas plus que ça interpellé, et je m'étais dit, bon, de toute façon, je ne ferai pas réalisateur en sortant de l'école, donc il faut être pragmatique. On va essayer déjà d'avoir, entre guillemets, un vrai métier et d'évoluer dans ce domaine à la sortie. Et donc, en fait, j'ai choisi la production. Pas forcément par un trait pour la prod en soi, mais parce que dans le programme, en fait, ils considéraient, à mon avis à juste titre, qu'un bon directeur de prod doit connaître, sans savoir forcément les faire, doit connaître tous les métiers pour savoir estimer les besoins de chaque équipe. Okay. Du coup, on se retrouvait avec des cours d'image, des cours de son, des cours de post-prod, des cours de un petit peu tout, en plus bien sûr de tous les cours d'administration, de production, etc.
Et du coup, voilà, j'ai suivi cette formation-là. Donc là, ça préparait à être plutôt chargé de prod, directeur de prod, assistant réal, régisseur, enfin toute la partie organisation logistique du tournage. Puis j'ai fait des stages, comme tout le monde, donc les stages qui se présentent, donc forcément plutôt en prod, vu que c'était le profil que j'avais. Quand on va sur un tournage, surtout quand on voit un cas régie ou même un tournage de fiction, sans savoir faire le métier de tout le monde, on comprend assez vite dans un cas ou sur un tournage qui fait quoi. Et pourquoi, etc., etc. On comprend bien ce que fait l'électro, on comprend bien ce que fait l'ingé son, même si on ne sait pas le faire soi-même. On voit à peu près de quelle machine ils ont besoin et comment ça marche. Quand j'arrivais en post-prod, où je voyais bien que c'était quand même un truc un peu central pour tout le monde, le truc c'est qu'en post-prod, en fait, on voit des gens derrière des ordis et c'est assez compliqué, en fait, comme ça de l'extérieur de... J'avais bien compris que c'était très important, ce que faisait le monteur, l'assembleur, le mixeur, l'étalonneur, le graphiste, etc. Mais quand on regarde comme ça, on voit, finalement, c'est vrai qu'on voit jamais rien que des gens derrière des ordis. On se dit, bon, ok, si je veux continuer dans la prod, ok, tournage, j'ai compris ce qu'ils font les gens. Post-prod, je galère un petit peu, donc je vais faire une formation à vide. Puisque c'est à vide, c'était la solution qui est utilisée à peu près partout, mais qui était utilisée dans la boîte de prod où je bossais. Donc je suis allé faire une formation, mais vraiment pas pour devenir monteur, juste pour appréhender la post-prod et comprendre un peu mieux le truc. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. En fait, j'en ai marre de remplir des tableaux Excel et de faire des trucs comme ça, mais c'est génial, on raconte une histoire, on fait le rythme, on choisit les musiques. Je me suis dit, mais en fait, c'est de la réalisation, le montage, finalement. J'en ai pris conscience en formation, en fait, de me dire, mais en fait, tous ces trucs-là, ça vient du monteur. Et j'ai dit, mais en fait, non, mais c'est fini la prod, moi, c'est ça mon boulot maintenant. Et je suis revenu dans la boîte de prod où j'étais, où m'avait laissé assistant de prod qui voulait devenir chargé de prod, et je leur dis non, les amis, c'est fini, je veux faire du montage. Ils ont dit, ah bon? Et bon, ils ont été assez sympas avec moi parce que je pense qu'ils me connaissaient et qu'ils savaient que j'étais quand même quelqu'un d'un peu sérieux, que si je disais non, mais je peux faire des petits trucs, ce qu'on appelle les boucles plateaux, les boucles plateaux à l'époque, c'est ce qui se passe. À l'époque, c'était un monteur qui faisait ça, c'était un chef monteur d'ailleurs, c'était payé directement comme chef monteur, c'était bien. C'est plus exactement le cas maintenant. Et donc pour faire les petits extraits de sujets qui passent derrière les animateurs pour illustrer ce qu'on vient de voir, etc. Donc j'ai commencé en faisant ces choses-là, puis pas de fil en aiguille. Comme il y avait pas mal d'émissions dans cette prod, ils ont commencé à me faire des petits sujets simples et puis des sujets de plus en plus compliqués, etc., etc. Et ça marchait bien avec tout le monde, mais bon, c'était mon seul employeur à l'époque et cette boîte a fermé. C'était quand même une grosse boîte et qui, du jour au lendemain, en fait, a mis la clé sous la porte et tout était terminé. Je me suis dit, bon, ok, c'est la fin, quoi. J'avais mon truc là, mais en fait, c'est foutu. Et en fait, comme quoi on peut jamais deviner le parcours qu'on va avoir dans l'audiovisuel, en fait, le fait que cette boîte ferme, tout le monde avait plutôt une bonne réputation parce que c'était quand même un endroit où on savait que c'était une boîte qui était assez exigeante, etc. Donc absolument tous les journalistes et tous les chargés de prod ont retrouvé du boulot quasiment tout de suite dans plein de boîtes différentes. Et en fait, du coup, mon nom s'est mis à circuler dans plein de boîtes parce que en fait, je me suis retrouvé à avoir d'un seul coup des contacts dans 10 boîtes. J'aurais voulu décider de mon plan de carrière, j'aurais jamais imaginé faire un truc comme ça, mais il se trouve que les événements ont fait que ça s'est passé comme ça. Et puis on a des métiers où c'est difficile d'envisager un plan de carrière. De toute façon, voilà. Mais d'où l'importance du réseau. C'est ça, tu l'as bien dit, c'est vrai. C'est ça, l'importance du réseau, et comme quoi, des fois, quelque chose malheur est bon. C'est-à-dire qu'à la fin, je m'ennuyais un peu en production, et du coup, j'ai découvert le boulot que je voulais faire. Je travaillais dans une boîte ferme, mais finalement, en fermant, elle m'a ramené des contacts partout. En fait, c'est vraiment comme quoi on peut jamais deviner ce qui va se passer et que faut juste être ouvert et être ouvert aux opportunités, à savoir rebondir sur ces choses-là, quoi. Et du coup, j'imagine que ces boîtes-là faisaient différents types de programmes, donc tu as peut-être eu l'occasion de faire différentes... Et alors c'est comme ça que, alors que j'ai commencé plutôt en magazine, je me suis retrouvé aussi à faire de la télé-réalité, à faire du documentaire, à faire maintenant de la fiction. Donc c'est vrai que j'ai cette chance d'avoir vraiment travaillé sur des types de programmes extrêmement différents, puisque je sais qu'il y a des gens qui disent non mais moi je suis monteur que de documentaire et je fais que ça. Il y a des gens qui vont dire non mais moi je fais que de la télé-réalité, le documentaire ça me ferait chier, etc. Il y a même des gens qui disent que c'est presque pas le même métier. Moi je suis pas complètement d'accord avec ça. Pour moi c'est toujours le même métier, ou alors sauf à considérer qu'être comptable à TF1 et être comptable chez Renault c'est pas le même métier parce que c'est un contexte différent. Donc oui, c'est différent de faire de la fiction, du documentaire ou de la télé-réalité, mais ça reste quand même notre métier qui est de savoir raconter une histoire, y donner du rythme, la rendre intéressante, savoir ce qu'il faut couper pour justement le côté less is more, pour justement ajouter en supprimant justement. Et pour moi ça reste le même métier, même si les codes, la grammaire et l'écriture sont différents.
Et je trouve justement que les codes de chacun, quand on les maîtrise, peuvent nourrir l'autre. C'est-à-dire que ce qu'on apprend à faire en télé-réalité, on peut rendre du coup efficace un doc qui pourrait être un peu plombant des fois en utilisant quelques petits artifices qu'on a l'habitude d'utiliser en télé-réalité, sans aller jusqu'au mensonge. Un documentaire reste un documentaire, une télé-réalité reste ce qu'elle est, c'est-à-dire pas tout à fait la réalité, mais il y a quand même certaines techniques très efficaces du divertissement qui peuvent aussi s'appliquer de temps en temps au documentaire et qui peuvent le rendre plus attractif, et ça on peut l'utiliser. Et c'est pareil en fiction, et c'est pareil, et même en télé-réalité, il y a aussi des choses qu'on peut apporter, qu'on peut avoir appris en documentaire pour donner un peu plus de profondeur au programme qu'on est en train de faire, quand bien même c'est un divertissement. Voilà, moi je trouve au contraire que les genres se nourrissent et qu'on se nourrit de chaque écriture à chaque fois, quoi. Est-ce qu'il y a un projet en particulier ou une rencontre particulière qui t'a marqué ou qui t'a fait un peu changer de voix ou changer de perception sur les... Il y a eu plusieurs choses. Dans les deux choses que je retiendrai comme ça, je pense que j'ai vraiment appris la partie essentielle de notre boulot qui est vraiment raconter une histoire. Bizarrement, ça je l'ai appris en faisant une quotidienne de la Star Academy. Alors c'était pas du tout prévu que je le fasse et je suis venu au pied levé remplacer un monteur malade, une quotidienne de la Starac, comme les quotidiennes de Secret, enfin toutes ces quotidiennes de télé-réalité d'enfermement qui étaient diffusées quasiment juste après la journée. Le monteur arrivait normalement à 13h et grosso modo il avait de 13h à le lendemain 19h pour faire un 44 minutes en fonction de ce qui se passait sous ses yeux pendant qu'il était sur place, parce que c'est quasiment, ça se passe en quasi temps réel, puisque le mardi à 19h, il diffusait ce qui s'était passé dans la journée du lundi, donc c'était quand même très très speed, et avec tout ça, fallait raconter une histoire qui allait, intéressante ou pas, j'en sais rien, mais qui en tout cas intéressait plusieurs millions de personnes. C'est vrai que quand on voit une quotidienne de ce genre d'émission, on a un peu l'impression de voir un bout à bout propre. Moi, c'était en tout cas l'impression que j'en avais. C'est vrai que les raccords, ils peuvent piquer les yeux. C'est pas du beau montage au sens l'esthétisme du raccord, le plan de couple, machin, etc. Par contre, ça raconte de manière assez brute une histoire. Et en fait, j'ai appris pendant cette nuit blanche, parce qu'autant dire qu'on rentre pas à la maison pour se coucher quand on fait ce genre d'émission, on arrive à 13h, alors en plus moi comme je remplaçais quelqu'un, j'étais arrivé à 16h. On y passe la nuit jusqu'à ce que TF1 débarque à 9h du matin le lendemain, et je pense qu'il y a une espèce d'instinct de survie qui doit se mettre en place dans la nuit, à un moment où on dit de toute façon ils me laisseront pas partir tant que je leur aurais pas pondu un truc, donc il va falloir que je le refasse. Et je crois que j'ai vraiment appris un peu toute seule, parce qu'on est assez autonome dans ces émissions-là, et j'avais pas trop l'habitude, c'était il y a un bout de temps, c'était pas la Starac qui vient de reprendre là, c'était la Starac époque château. Ouais, je pense que j'ai vraiment appris, ok, donc là je suis tout seul, faut que je raconte un truc, faut que je fasse rebondir tel extrait sur telle interview, et on s'en fout que ce soit moche à l'image parce que c'est large sur large, machin, etc. En fait, c'est pas ça leur problème, leur sujet c'est que ça raconte une histoire. Après, si c'est moche, on s'en fout tant que ça raconte quelque chose et que c'est logique et qu'on s'ennuie pas, ça fonctionne. Et en fait, là j'ai appris à faire un ours propre dans la nuit, parce qu'au final c'est ça. Après, il faut imaginer que voilà, s'il y avait une semaine ou 3 semaines plutôt de montage, ce qui est un peu plus logique pour faire un 44 minutes, ça serait un montage beaucoup plus chiadé, mais qui partirait de cette structure-là. Et puis après, on rajouterait le bon plan de coupe, on passerait beaucoup de temps à choisir les belles musiques, mettre des ralentis, des fondus au noir, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on met d'habitude. C'est évident que sur des programmes comme ça, ce temps-là, il n'existe pas. Par contre, c'est un vrai record de réussir à faire une structure narrative propre et diffusable en une nuit. En vrai, c'est un boulot de dingue. Je l'ai pas refait 50 fois parce que c'est vraiment un rythme, c'est quand même un rythme de fou. J'en ai fait 2-3 après, mais non, c'est un peu trop quand même. J'avais la chance de faire d'autres projets qui se faisaient. Alors, ça peut arriver qu'on finisse tard en montage, mais quand même pas sur des extrêmes comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment appris à raconter une histoire avec une image et du son, et sans commentaire, mine de rien, parce qu'il n'y a pas de commentaire sur ces émissions-là. C'est-à-dire que de temps en temps, si vraiment il faut, mais ils essayent d'éviter, ils vont mettre un petit synthé contextuel, mais c'est vraiment raconté que par les interviews et par les séquences. Et c'est vrai que c'est un vrai boulot de narration qui est assez fou quand on y pense. Après, quoi qu'on pense du produit final, qu'on en soit spectateur ou pas, ça raconte quelque chose, et puis force est de constater que ça intéresse des gens, il y a un enjeu, il y a une dramaturgie, il y a tout ce qui fait une histoire, quoi. Et qu'il faut quand même découvrir, inventer et pondre dans la nuit pendant que c'est en train de se passer en même temps, puisque grosso modo, les dernières images, elles arrivent quand ils vont se coucher, c'est-à-dire à 3h ou 4h du mat. Et à 9h du matin, il y a TF1 qui vient regarder le produit. Donc c'est quand même un vrai challenge. Et ça, j'ai pris une petite claque là-dessus.
La deuxième, dans un genre complètement à l'opposé, c'était sur un documentaire de création pour Canal+. C'était un documentaire produit par Kappa, réalisé par Jérôme Mignard et Thomas Rich, qui s'appelait Hors-jeu, carton rouge contre l'exclusion. C'était donc un documentaire qui visait à sensibiliser sur les sans-abri. Et il s'agissait en fait d'une Coupe du Monde des sans-abri. Mais du coup, il y avait plusieurs pays. Oui, c'est une vraie Coupe du Monde. Oui, en fait, cette année-là, ils ont fait ce documentaire cette année-là parce que la Coupe du Monde des sans-abri se tenait sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel. Mais il y avait des pays du monde entier et en fait, eux, ils sont allés vraiment rencontrer l'équipe d'Argentine, l'équipe du Japon, l'équipe de France, l'équipe de Palestine, puisque la Coupe du Monde des sans-abri reconnaît la Palestine comme étant un pays. Et ils sont allés suivre un joueur de chacune de ces équipes et c'était vraiment raconter une réalité difficile, mais qui permettait de raconter ce que c'est que d'être mal logé et d'être sans abri dans 4 pays différents. Et après, ce que pouvait apporter comme dignité ce projet de Coupe du Monde, parce qu'en fait, c'est vrai que ça rappelait que oui, dire tu vas représenter ton pays, on va chanter l'hymne de ton pays pour toi. En fait, le but, c'est que derrière, ça les aide à reprendre confiance en eux et éventuellement retourner, entre guillemets, dans le monde normal, dans le nôtre en tout cas. Ouais, de se réadapter peut-être. Voilà, de se réadapter à une vie classique, sortir de ce monde presque parallèle qui est celui des sans-abri, qui est vraiment un monde parallèle finalement. Ouais. Là, j'ai appris, moi qui venais plutôt du magazine, avec beaucoup de com, beaucoup d'effets, beaucoup de... peut-être un peu trop, c'est vrai que quand j'ai commencé dans le montage, on était très montage clippé, des effets dans tous les sens et tout. Beaucoup de musique. Et là, j'ai appris à l'inverse quelque chose de beaucoup plus épuré et l'importance surtout en fait du montage son et de tout ce que fait le montage son. Et depuis, alors j'avais un collègue, on était 2 monteurs sur le projet. Et c'est marrant, je voyais ces séquences, je voyais les miennes, je me disais bon, en montage image, on fait à peu près la même chose, les musiques, on a pris le même catalogue, donc c'est relativement proche, c'est les mêmes chefs-op. Je me dis, mais il y a un truc dans tes séquences que les miennes n'ont pas. Et là, je vois sa timeline et je vois qu'il y a 28 pistes de son. Alors, c'était un fou du montage son, Johan Perrault, il s'appelle. Et je disais, mais en fait je me suis rendu compte à quel point le son faisait tout. C'est-à-dire qu'au lieu de tapisser avec de la musique ou n'importe quoi, mais alors c'était le moindre. Il avait bruité le moindre bruit dans un ballon, etc. Et je me disais, mais c'est extraordinaire, on y est en fait. On y est grâce à ça. Et là, j'ai appris l'importance du son à ce moment-là. Et à quel point, du coup, grâce à un son vraiment bien habillé, on peut faire durer des plans sans forcément y mettre une musique, juste avec la belle ambiance qui fait que ça fonctionne et qui fait qu'on immerge le spectateur dans quelque chose et qu'on lui donne l'impression d'être dans le film finalement. Vraiment quelque chose de très cinématographique pour le coup. Donc voilà, je donne ces 2 exemples parce que je donne l'exemple vraiment d'un documentaire plutôt épuré, création originale Canal, très esthétique, très graphique, vraiment très documentaire pour le coup, et dans l'autre sens une quotidienne de télé-réalité où on s'adresse vraiment à un public très différent, mais j'ai appris 2 choses très différentes dans les 2, et ça n'empêche pas encore une fois que l'un nourrisse l'autre, parce que la manière de raconter une histoire en télé-réalité, sur un documentaire comme celui-là, faire rebondir une séquence sur la bonne interview, ça aide aussi à raconter les choses, puisque c'était un documentaire qui était aussi construit autour d'interviews, et de la même manière que sur n'importe quel divertissement, aider avec du son, et ça apporte aussi un énorme plus et une énorme plus-value, et même sur du divertissement, maintenant, donc on est un peu moins sur du montage épileptique, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus épuré. Justement, il y a plein de choses qui viennent du documentaire qui peuvent nous permettre de faire un montage épuré mais pas chiant. Il me semble que tu fais de la formation aussi maintenant. Oui, je suis fort. Depuis un moment, depuis un bout de temps, ça fait, je crois bien que ça fait pas loin de 10 ans en fait maintenant que je fais de la formation. Oui, alors ça c'est pareil. Alors ça c'est les petites choses qui arrivent un peu par hasard. Je bossais beaucoup dans une boîte chez Elephant en l'occurrence où il y avait pas mal de nouveaux, d'assistants, et moi je fais toujours d'ailleurs l'assemblage de 7 à 8. Ouais. Où à l'époque, en plus d'être assembleur, j'organisais vraiment tout le process, tout le workflow vraiment de l'assemblage, sachant que c'est une émission qu'on finit de monter parfois à 15h le dimanche pour la div de 17h30. Voilà, donc c'est quelque chose où il faut être très carré et organisé, il faut vraiment avoir des process assez précis que je mettais en place, et puis j'aimais bien montrer les petites astuces que j'avais aux petits nouveaux qui arrivaient, qui étaient assistants ou des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien ce côté transmettre des choses, c'était quelque chose qui me plaisait. À ce moment-là, j'avais fait au Lapin Bleu une formation caméra, juste pour ma culture personnelle, pas pour devenir chef-op, mais
pareil, toujours, de la même manière que quand je faisais de la prod, j'avais envie de comprendre la post-prod. Là, à force d'être en post-prod, j'avais envie de comprendre les problèmes que peuvent avoir les cadreurs. Parce que des fois, quand on parle de « oui, mais j'étais en shutter auto avec le diaph à 35 », je dis « ok, mais tu me parles en chinois ». Donc, je vais faire une formation pour comprendre de quoi on parle. Et je suis allé voir le directeur des Lapins à la fin, Jean-Marie, qui a pris sa retraite maintenant, le directeur et fondateur des Lapins, et je lui ai dit voilà, moi j'aime bien transmettre aux petits jeunes en post-prod les choses, je suis monteur depuis 5-6 ans, je fais ça, ça me plairait d'essayer de former. Puis il m'a dit écoute Banco, on va te mettre pour la première formation, on va te mettre en formation avec juste une personne qui a des choses très précises qu'elle veut voir, donc il n'y a pas forcément un programme à suivre, etc. Elle a envie d'évoluer, donc au moins c'est facile, tu réponds à ses questions, tu lui montres des trucs, etc. Donc pour la petite histoire, j'arrive ce jour-là un petit peu stressé, parce que quand même nouveau boulot, je deviens formateur, donc il y a un peu un côté genre... Il y a la pression, quoi, comme voilà, puis un peu prof, quoi, d'un seul coup, c'est plus le même truc, et il faut quand même amener une espèce d'autorité de truc, alors que j'étais flippé comme c'est pas permis, bien évidemment. Comme n'importe quel prof, à mon avis, qui a sa première classe, et les élèves sont pas censés le savoir, qui doit être encore plus flippé qu'eux. Bon, elle arrive très en retard, elle arrive à 11h30 du match, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, je vois son nom sur la feuille d'émargement, je dis j'ai rien à faire, je vais la googliser, quoi. Je me retrouve à regarder son CV sur MDB à Allociné, je vois que c'est quelqu'un qui a fait plein de longs métrages, qui a même eu un César, etc. Je dis mais qu'est-ce que je vais lui apprendre? Il m'avait dit mais non, mais elle c'est une monteuse de cinéma qui a commencé en pellicule et qui a appris à vide au fur et à mesure, et elle a envie de connaître les techniques justement que t'as en télé, justement tu vas lui apprendre, quoi. Et c'est vrai que je me suis retrouvé face à elle, et en fait c'était vraiment un vrai échange, parce que j'ai appris plein de trucs parce qu'elle a fait quand même des gros films, donc j'ai appris plein de trucs sur leur manière de bosser en cinéma, et donc voilà, ça a été ma première formation. Puis après, au fur et à mesure, j'ai eu des groupes, et je me suis un peu spécialisé chez eux en formation, surtout sur Avid. J'ai même développé des programmes de formation spéciaux, tous les trucs et astuces pour aller plus vite sur Avid, donc même quelqu'un qui est déjà monteur Avid, comment gagner du temps avec des fonctions méconnues, des raccourcis qu'on connaît pas, des choses qui sont... parce que voilà, c'est vrai que moi des fois je sais que moi j'aime bien, j'ai un petit côté un peu geek avec ça, donc dès qu'il y a des nouveautés qui sortent, j'aime bien explorer la documentation, etc. Et c'est vrai que des fois il y a des monteurs qui passent dans ma salle qui me voient faire un truc en appuyant sur un bouton, ils me disent ah mais comment t'as fait ça? Ah mais tu connais pas, tac tac, cette fonction, etc. Et c'est vrai que du coup autour de ça, j'ai même développé une formation au Lapin, genre ok vous êtes monteur Avid, mais peut-être que comme ça fait longtemps que vous avez vos méthodes, il y a peut-être plein de nouveautés, vous êtes passé à côté, donc venez 3-4 jours. Mais c'est ça, on garde nos habitudes et tout, et c'est vrai que si on ne discute pas spécialement, ou si on n'est pas sur des programmes avec plusieurs autres monteurs, on peut passer à côté. Donc, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que des fois, il y a plein de choses où on gagne un temps fou, parce qu'il y a beaucoup de monteurs qui disent « Ah, mais c'est tellement plus fluide de monter sur Premiere ou sur DaVinci, parce que regarde, on sélectionne comme ça les plans, et hop, je les mets sur Avid aussi. » Faut juste savoir où est la case à cocher pour que ça fonctionne comme ça, et que ça sélectionne pas le noir en même temps, etc. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est planqué, la fonction est planquée, en fait. Et une fois qu'on la connaît, on se demande comment on a fait pour vivre sans, mais... donc voilà, j'ai organisé des choses comme ça au Lapin pour apprendre... D'accord. Pour apprendre ces petites choses-là. Et depuis, du coup, tu fais dans d'autres endroits aussi ou J'ai fait un peu dans d'autres endroits. Les Lapins, ça reste le principal. J'ai bossé aussi un peu en école, donc à l'ESRA ou au CLCF. Et non, on m'a même envoyé jusqu'en Guyane, à Kourou, là où ils lancent les fusées, pour former sur Avid le service com de l'Agence spatiale européenne. Donc comme quoi, dans la série, ça mène à tout. Ouais. Et je me suis retrouvé... les mecs qui savent lancer des fusées, ils m'ont demandé comment marcher Avid, quoi. J'ai fait, ok, écoutez, donnant, vous m'apprenez à lancer une fusée, je vous apprends à vide, ça va être super. Ouais, donc maintenant tu sais lancer une fusée? Pas du tout, mais oui, ça me fait marcher à vide. Bon, la mission est remplie quand même. Voilà. Ok. Et il y a quelques années, moi je t'ai rencontré il y a pas très longtemps, donc à l'occasion des 5 ans de l'association Undia, que du coup tu as fondé, il me semble, enfin ou en tout cas tu as une des personnes à l'origine de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est cette association? Alors Undia, c'est né de quelque chose de très précis qui a été le changement du protocole d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle qui est survenu en 2016. Peut-être pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer le statut intermittent. Oui. Alors quand on est intermittent du spectacle, qu'on soit artiste ou technicien, on doit faire 507 heures sur l'année pour avoir droit à une protection chômage. Ça peut paraître très peu, 507 heures par rapport aux gens qui sont au régime général. C'est quelque chose qui est en fait adapté à nos métiers qui sont par nature temporaires, c'est-à-dire que la plupart du temps on est sur des projets qui ont par définition un début, un milieu, une fin.
Oui, voilà, pour le cas d'émission, ça peut être renégocié voilà. tous les 6 mois ou tous Voilà, tous c'est les ça. ans. Mais ce qui veut dire que la production ne sait jamais si elle va avoir besoin de son équipe, qui peut parfois être une équipe énorme de 150 personnes, mais elle en a besoin dans l'absolu 6 mois. Et puis en plus, il y a des phases, c'est-à-dire qu'il y a la phase de préparation et de casting, il y a la phase de tournage, il y a la phase de post-prod. Donc c'est en plus, c'est pas les mêmes personnes. Donc même si la production dure 6 mois, c'est pas les mêmes personnes du tout pendant 6 mois. C'est pas le chef-op qui va aller faire le montage derrière, et puis c'est pas le monteur qui va faire le casting. Au bout d'un moment, c'est quand même des métiers spécialisés. Donc c'est pour ça qu'il y a l'intermittence du spectacle. Pour partir sur le truc très standard d'un tournage de long métrage de cinéma, tout simplement, en France, on n'a pas des majors comme Disney ou des choses comme ça. On travaille pas on n'est pas des studios comme aux États-Unis, donc c'est des petites boîtes de prod indépendantes, quand bien même elles font des énormes films, qui n'ont absolument pas de quoi recaser leurs 200 techniciens une fois que leur tournage est terminé. Nous, en France, ça marche pas comme ça. C'est un choix de production indépendante. Et donc c'est pour ça que l'intermittence du spectacle a été créée il y a très longtemps, puisqu'en fait ça a été créé avant même que le principe de chômage normal existe, en fait. Ah oui. Donc c'est quelque chose qui a été créé avant, en fait. Ce qui s'est passé en 2016, c'est qu'il y a eu un protocole qui a été modifié, qui a été très bénéfique pour les artistes qui travaillent peu, et c'est tant mieux pour eux, et ça on est content pour eux, parce qu'avant ils avaient 10 mois pour faire 507 heures, et maintenant ils en ont 12, et ça aide notamment beaucoup les artistes qui travaillent beaucoup sur des festivals, sur des tournées qui en l'occurrence ont lieu l'été. Ça leur permet effectivement de faire leurs heures pendant tous les festivals d'été, de les terminer dans l'année, mais de pas avoir un moment où ils se retrouvent avec 1 ou 2 mois sans rien du tout, ni travail, ni chômage. Ça a eu un effet pervers pour les techniciens qui travaillent régulièrement, c'est que maintenant on a tout un système de franchise qui est que plus on a travaillé l'année d'avant, moins on aura de chômage l'année d'après. Alors ça peut paraître très très bizarre, c'est d'ailleurs c'est très très bizarre, c'est-à-dire que si l'année dernière j'ai bien travaillé, c'est-à-dire que si j'ai bien travaillé, c'est-à-dire que j'ai beaucoup cotisé, parce qu'il n'y a que les intermittents qui cotisent au chômage dorénavant, les gens du régime général cotisent plus, donc j'ai quand même bien cotisé. J'ai rien coûté puisque je travaillais, donc quand je travaille par définition je touche pas de chômage. Et bien l'année d'après on va me dire: ah, bah vous avez beaucoup travaillé l'an dernier, donc là cette année il faudra vous passer de chômage pendant 3 mois, et le 4e mois on va nous verser 2000 €, donc on est quand même sur du 2000 € sur 4 mois, ça fait 500 € par mois si on divise, donc c'est grosso modo le RSA. Et là on va dire que les intermittents sont tellement privilégiés, waouh. Suite à ce protocole qui a vu le jour en 2016, India a vu le jour en 2017, parce qu'on s'est dit comment c'est possible que ce truc soit arrivé sans que personne s'en rende compte. Et en fait, cette chose-là a mis un truc au jour, c'est que nous, dans l'audiovisuel, surtout dans la télévision, il y avait un champ syndical qui était assez vide. C'est-à-dire qu'on a effectivement des syndicats qui sont censés s'occuper de nous, mais qui avaient complètement perdu le lien avec nous. Enfin, en tout cas, ils connaissaient bien les gens de la fiction, du téléfilm, etc., de la série télévisée. Mais tout ce qui est le flux, donc ce qu'on va appeler le flux, ça va être... on peut mettre éventuellement le documentaire dedans, le reportage, tout ce qui est divertissement, tout ce qui va être news, etc. C'est quelque chose qui leur était finalement devenu complètement étranger. Ils ne comprenaient pas bien finalement même le système presque des boîtes de prod, mais pourquoi vous êtes intermittent et pas CDI, TF1 ou France 2, alors vous faites que des émissions pour TF1 ou France 2. Je sais pas, non, mais je fais 7 à 8 pour TF1, mais mon employeur c'est Éléphant, et lui, comme tout le monde, il a des contrats d'1 an, donc évidemment et puis comme tout le monde, il a besoin d'avoir des chefs-op du lundi au mercredi et des monteurs du jeudi au samedi, donc oui, ils sont dans le champ de l'intermittence, qui est complètement normal. Et bref, les syndicats ne comprenaient pas trop notre mode de fonctionnement, et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une association de tous les métiers, de ce qu'on va appeler au sens large l'audiovisuel, et donc qui s'adresse vraiment à ceux qui avaient ni asso, ni forcément de syndicats qui les représentaient. Et du coup, avec Omdia, vous faites beaucoup d'accompagnement, de décryptage administratif, etc. C'est ça ? On fait beaucoup d'informations, d'accompagnement administratif. On essaye vraiment de donner toutes les informations, parce que dès qu'on est intermittent, tout de suite, le congé paternité, le congé maternité, le congé maladie, déjà c'est des trucs, ça cohabite quand même très très mal. Donc on essaie d'expliquer comment ça fonctionne avec Pôle emploi, parce que c'est devenu tellement compliqué qu'on a dû carrément créer une application pour que les gens connaissent vraiment leurs droits, que Pôle emploi n'est pas en mesure information que Pôle emploi n'est pas en mesure de nous donner, ce qui est quand même assez extraordinaire. Oui, c'est vrai qu'en fonction des conseillers sur lesquels on tombe, on n'a pas toujours les mêmes réponses. Voilà, et on arrive à tomber sur un conseiller. Quand on arrive à tomber, et elles sont régulièrement fausses. Et quand on a créé India, on s'est pas fait que des copains en fait, c'est-à-dire que les gens les artistes majoritairement pour qui la réforme avait été bénéfique, et encore une fois, moi je suis content que c'était bénéfique pour eux, le fait qu'on critique cette réforme, ils le vivaient très très mal. Ils nous expliquaient, ils nous disaient oui, mais si t'as bien travaillé l'année dernière,
bah, t'as pu mettre de côté finalement pour te payer ton chômage. En fait non, en fait j'ai mis de côté en cotisant chaque mois. Donc non, et puis c'est un argument, c'est comme excusez-moi, j'ai un dégât des eaux chez moi cette année. Ouais, mais il n'y a même pas eu le feu chez vous l'année dernière, vous avez dû mettre de côté avec l'incendie que vous avez pas eu, donc non, votre assurance habitation elle marche pas. C'est une assurance chômage, les amis. Donc j'ai cotisé à l'assurance chômage, quand j'en ai pas besoin je touche rien, quand j'en ai besoin voilà. C'est un bon exemple, l'incendie. C'est celui qu'on a trouvé, qu'on sort souvent, parce que en fait, en plus, c'est un système qui est tellement compliqué qu'on est un peu obligé de trouver des images pour expliquer à quel point c'est n'importe quoi, parce que si on rentre vraiment dans les détails et les chiffres et tout de suite, il y a des mots très très compliqués et des formules qui pourraient faire décoller une fusée, pour le coup, à mon avis, pour comprendre ce truc-là. Donc, nous, c'est vrai que l'UNDIA, on a eu d'abord la volonté de combattre ce système, donc pour le moment, on n'a pas réussi à le faire réformer, mais on a quand même réussi à faire entendre au ministère de la Culture, à l'Assemblée, que ce truc-là existait. Je pense qu'ils n'ont pas encore bien compris ce que ça veut dire, mais parce qu'en fait c'est tellement compliqué à expliquer que voilà. Et puis on a réussi à accompagner les gens avec des outils, au moins pour qu'ils ne se fassent pas piéger, quoi. C'est-à-dire que ok, pour le moment le système existe, maintenant tant qu'il existe, comment vivre avec un peu de chance, puis avec l'objectif qu'un jour l'application n'en ait plus besoin parce que le système est redevenu quelque chose de normal comme il l'était avant. Ok. Bon, en tout cas, entre Undia, la formation et tout, on voit que t'aimes bien la pédagogie, t'aimes bien transmettre, t'aimes bien organiser. Oui, visiblement. Donc, je vois que devant toi, là, t'as un espèce de planning avec plein de couleurs différentes. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec ce que tu fais ? Enfin, j'imagine que c'est un rapport avec ce que tu fais en ce moment. Tout à fait, parce qu'en ce moment, alors je fais quelque chose d'un petit peu particulier, c'est que donc je travaille sur la série Askip, qui est une série diffusée par France Télévisions, qui est destinée aux 8-12 ans, donc qui est diffusée sur la plateforme Oco et sur France 4, qui est à sa 4e saison. On a fait un peu plus de 200 épisodes. Et je suis dessus comme monteur depuis le début, donc on est 6-7 monteurs à tourner. Et il se trouve que là, sur cette saison, en plus du boulot normal de monteur, j'ai pris la fonction de chargé de post-prod sur l'ensemble de la saison. Donc quelque chose de nouveau, donc j'ai fait les deux à la fois, j'ai une double casquette. Et donc comme on a quand même 67 épisodes à livrer en 4 mois, j'ai effectivement un planning avec plein de petites couleurs, plein de petites cases qui fait peur quand on le voit comme ça. Et encore celui que tu as sous les yeux, c'est juste le dernier mois, parce que normalement ça a commencé au 16 août pour se finir au 23 décembre. D'accord. Et donc là, je m'apprête à livrer les derniers PAD. Donc, quand je suis arrivé, il y en avait encore 67 à livrer. Donc, dont la plupart des épisodes n'étaient pas encore tournés. Là, on arrive à la fin, donc je commence à souffler, à me dire ça y est, dernière valide, dernière vérif d'étalo, dernière vérif de mix, dernière vérif de générique, enfin toutes ces petites choses un peu de back-office que j'ai un peu découvert et appris à gérer pendant cette session. D'accord, donc tu es en charge de tout ça, tu fais toutes les vérifs et les envois. Tout le planning, vraiment chargé de post-prod, quoi. Donc le planning, le booking des monteurs, le suivi budget, vérifier que ce que facturent les prestataires est bien conforme à ce qui a été fait, et en fait tout le lien avec tout le monde, avec la chaîne, avec la distribution, avec les réseaux sociaux, avec le juridique, avec la prod générale chez Newen, voilà, toutes ces choses-là. Ok, et ça te plaît ? Enfin, comment ça s'est présenté cette... Ça s'est présenté un peu par hasard. Alors en fait, à l'origine, il n'y avait pas de chargé de post-prod sur la série. Donc il y avait un chargé de prod qui faisait à la fois tournage et post-prod, mais qui était basé à 7, puisque le tournage se fait à 7. D'accord. Et en fait, il s'est avéré que c'était très compliqué, et pour l'avoir fait moi, je peux confirmer que c'est très compliqué de le faire en distanciel, parce qu'en fait... sur un nombre d'épisodes comme ça. Il faut savoir qu'à un moment, on avait des épisodes sur les 67, il y en avait qui étaient en cours de synchro et d'autres qui étaient en cours de livraison, et avec entre les deux, toutes les étapes entre les modifs, les talos, le mixage. Donc en fait, il faut un suivi vraiment à la minute près de où en était l'épisode, etc., etc. Et en fait, à la base, moi, je connais très bien le producteur depuis longtemps, un peu par hasard, tout en montant, j'avais commencé à faire des petits tableaux pour essayer de suivre ou comment avancer les choses, parce que sinon on se perdait, enfin, on en arrivait à envoyer 2 fois le même épisode, mais dans 2 versions différentes à l'étalo ou des choses comme ça, parce qu'à un moment, si on n'a pas un suivi hyper précis, on se perd. Donc j'ai commencé un petit peu à faire ça, mais un petit peu à l'arrache pour rendre service. Et finalement, de fil en aiguille, le producteur m'a dit, mais en fait, autant qu'on officialise les choses, parce que finalement, tu le fais. Puis je faisais aussi ce que n'importe quel monteur peut faire dans l'absolu, mais d'organiser tous les éléments communs pour qu'on garde
tout ce qui est drone, tout ce qui est ce qu'on appelle les ESTA, les biotis, des choses comme ça, pour qu'on les garde d'une session à l'autre, que les plans récurrents ne soient pas effacés, etc. des serveurs. Donc effectivement, j'organisais ça, puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon bah en fait, si ça t'intéresse, pourquoi tu ferais pas en plus de monteur chargé de post-prod Et du coup, bon, avec toutes les missions du chargé de post-prod qui vont avec... En bonus. En bonus, bien sûr. Ok, d'accord. Et du coup, avant ça, tu as monté des épisodes ou sur cette saison, tu as été que chargé? Non, j'ai fait vraiment les deux. J'ai monté à peu près, j'ai pas compté, mais j'ai dû monter à peu près un tiers des épisodes, je pense. D'accord. En plus de tout le reste. D'accord. Donc, sacré boulot. Un gros boulot, ouais. C'est bien que les vacances arrivent, là, je suis un peu fatigué. Et comment t'es arrivé à la fiction alors? Et alors, comment je suis arrivé à la fiction? C'est encore les rencontres. C'est une fiction qui est produite par Benoît Mazocco, que je connais pour la petite histoire depuis très longtemps, parce que je le connaissais quand je faisais de la prod, mais il n'était pas forcément question qu'on collabore plus que ça après. Après, on s'est recroisés quand j'étais monteur chez M6, puis chez Kappa, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, j'ai monté son premier 52, qui était aussi mon premier 52 quand on est rentré chez Kappa ensemble, en fait, avec ce premier 52 qui était sur le rapport entre les prisons et les médias. C'était mon premier 52, c'était formidable parce que la chaîne nous a demandé absolument aucune modification et j'ai cru que ça se passait comme ça, les 52 minutes. Je trouvais ça génial, j'ai découvert après que non, c'était assez exceptionnel et que c'était pour ça que tout le monde nous applaudissait d'avoir eu un zéro motif, c'est que en fait c'était la chance du débutant, mais ça n'arrive pas souvent. Mais toujours est-il que du coup, Kappa était assez content, je pense, de notre duo, donc, et lui et moi on a continué à travailler pour cette agence assez régulièrement. Et lui et moi, on a travaillé ensemble sur plein de projets et c'est lui qui est passé en fait à la fiction avec Askip, qui est donc une série, mais qui se veut être une série qui est un faux documentaire en fait. Qui est, en fait, on rejoint un peu pareil, toujours l'idée de prendre les codes d'un genre audiovisuel pour le mettre à autre chose. C'est qu'en fait, Askip, c'est censé être un documentaire tourné dans un collège avec des interviews. Que ce soit des enfants ou des adultes qui les encadrent pour venir ponctuer les séquences. Donc construit comme un doc finalement. Et Benoît, avec qui je travaille depuis très longtemps, évidemment, naturellement, m'a proposé de faire partie de l'équipe de montage à la base. Donc c'est comme ça que je suis arrivé sur cette fiction-là. Donc pour l'instant, hormis des courts-métrages que j'ai pu faire, c'est la seule fiction récurrente que je fais. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres qui suivront en tout cas. Parce que c'est toujours pareil, c'est un autre exercice. C'est-à-dire que pour moi, c'est toujours du montage, donc je fais toujours le même métier, mais on est sur d'autres codes, on est sur d'autres priorités. Typiquement sur une fiction, contrairement à un documentaire ou à une télé-réalité ou un divertissement, on a un scénario. Donc même s'il peut évoluer en montage, parce qu'on va se rendre compte qu'on va simplifier, qu'on va inverser de séquences ou des choses comme ça, c'est pas la même chose qu'un documentaire où grosso modo le champ des possibles est absolu et que vous pouvez prendre 50 monteurs avec les mêmes rushs, vous aurez 50 documentaires différents finalement. Voilà, il y a autant de manières de monter un documentaire qu'il n'existe de couple réal-monteur finalement. Oui, puis aussi tout l'aspect accompagnement du réalisateur aussi qui va influer sur le résultat final. Bien sûr. Et les réalisateurs ne sont pas les mêmes en documentaire aussi, sont parfois très très différents aussi, c'est pas les mêmes. Puis bon, il y a plein de sortes de documentaires différents parce que dans la case documentaire, on met quand même beaucoup de choses, mais un unitaire sur Arte, c'est pas du tout la même chose qu'un Prime sur RMC par exemple. Et les deux sont censés être du documentaire. Mais voilà, moi c'est pour ça que je dis toujours, monteur c'est monteur, après on s'adapte. L'important c'est de connaître, je pense que c'est ça qui est le plus important pour un monteur qui arrive sur un projet, c'est de connaître l'écriture et la grammaire de ce sur quoi il arrive. Donc en avoir, et puis si c'est la première fois qu'on en fait, en avoir regardé avant pour comprendre, dire voilà, le produit final il doit ressembler à ça, donc comment je vais arriver à ça à la fin, quoi. Où sont les priorités, etc. Ouais, je suis bavard. Une grande capacité d'adaptation. Non, mais c'est super parce que c'est hyper clair et tout. Je vais te laisser déjeuner, du coup. Ouais, je vais aller manger. Finir tes PAD. Bon, écoute, beaucoup. Écoute, avec plaisir. On peut dire cut, voilà. Ça marche. Ça marche. Les post-cuts, c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon, sur laquelle je vous raconte les coulisses de fabrication du podcast et plein d'autres choses autour du montage. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt!